Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Libre Antenne, l'émission dans laquelle on applique la devise du philosophe Arthur Schopenhauer. L'essentiel pour le bonheur de la vie, c'est ce que l'on a en soi-même. Conseil qu'il serait bon de ne pas oublier, tant nous sommes nombreux à chercher à l'extérieur de nous-mêmes ce qui nous ferait aller mieux. En vain. Autrement dit, si vous considérez que votre être profond n'est plus en adéquation avec certains aspects de votre vie, que ceux-ci ne conviennent plus du tout et qu'ils vous rendent malade d'une façon ou d'une autre, ce sont autant de signes qui vous indiquent qu'il vous faut réaménager votre vie à la lumière de la vérité qui se fait en vous. Cela peut parfois conduire à des choix douloureux, en général incontournables. C'est donc un devoir que vous avez envers vous-même, à la fois pour protéger et conserver votre santé, mais aussi pour évoluer, pour vivre tout simplement, que de ne pas vous maintenir dans une situation malheureuse et mortifère. Je vous souhaite donc un joli chemin vers vous et je vous propose que nous le suivions ensemble, ici en direct à l'antenne d'Europe 1 au 39 21. Quentin et Corentin y accueillent vos appels. Et puis demain soir, je vous le rappelle, j'aurai la joie d'accueillir à mes côtés Muriel Siron, notre astrologue maison, qui aura à cœur, elle aussi, de vous parler de votre âme. Vous savez que vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit, ou partager avec nous en envoyant un mail sur le site europe1.fr. Allez, 39 21, ici on s'écoute et on se répond. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Françoise. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Alors tout droit de la Belgique, du pays d'à côté. Oui, où je vous écoute depuis, j'écoute la Libre Antenne depuis une dizaine d'années, oui. Oui. C'est très étrange de passer dans la radio tout d'un coup. Tout d'un coup. Merci pour votre fidélité Françoise. Vous en prie. Oui. Et alors, ce soir, vous avez eu envie de témoigner, de témoigner, de franchir un cap supplémentaire dans mon chemin, parce que c'est une chose de parler des choses dans le contexte d'un cabinet de thérapeute, un autre de le partager avec des auditeurs. C'est vrai. Sur la Libre Antenne. J'ai entendu plusieurs appels ces derniers temps de personnes qui n'allaient pas bien dans leur famille, qui avaient besoin de s'écarter mais qui n'osaient pas franchir le cap. Oui, hier soir notamment avec Lucie. Oui, je l'ai écouté en podcast ce matin. J'ai vraiment réagi sur le moment. C'est un sentiment que je ne connais que trop puisque j'ai grandi dans une famille en tant qu'enfant unique. J'ai eu un frère et un autre frère, tous deux morts-nés, sans aucune bienveillance, aucun amour inconditionnel, sans aucune aide à trouver ma voie. La seule voie que j'avais, c'était fait ce qu'on dit. Oui. Pas d'échange, pas de communication. C'est une drôle de famille, vraiment. Alors des parents qui n'avaient aucun ami, donc on vivait en huis clos à 3. Ah oui. Avec un père autoritaire, soupe au lait, présentant un complexe de supériorité, qui a réussi dans la vie malheureusement tellement bien qu'il en est devenu méprisant, hautain, humiliant, jugeant les autres, peu importe qui, que ce soit le pompiste qui fait ce métier-là, parce que s'il était malin, il ferait ce que je fais. Donc des jugements de valeur à l'emporte-pièce, des concepts pour rencontrer quelqu'un, on fait une colonne positif, négatif et bilan. Voilà comment j'ai été élevée. J'en suis à me demander comment, en ayant été élevée comme ça, je suis qui je suis. Je ne comprends pas. Ah oui. Je ne comprends pas. J'ai gardé ma sensibilité, ce qui est d'ailleurs
ils me reprochent le plus cette sensibilité qu'ils voient comme une faille et un défaut majeur. Tous les deux. Vous étiez une chance pour eux de les faire évoluer, chance qu'ils n'ont pas saisi manifestement. Non, ils ne l'ont pas saisi. Ouais. Ma mère, de l'autre côté, dépressive, refuse obstinément de se faire aider, culpabilisation et intrusion dans ma vie personnelle, dénigre les amis que je peux avoir, les copains que je peux avoir, enfin ça ne va pas. Toute la vie que vous avez qui n'est pas la leur, qui est très différente de la leur. Oui, d'accord. Curieusement, depuis mon plus jeune âge, j'étais captivée par la psychanalyse et la psychologie. C'est très étrange parce que mes parents sont très, très opposés à tout cela. Et en me rendant à Londres, je suis entrée dans une librairie un jour. Je me suis arrêtée devant un livre qui s'appelait Les parents toxiques en anglais. Je l'ai ouvert et je suis tombée sur la description de mon père. J'ai eu un gros choc. Ouais. Je suis revenue avec le livre, je le lui ai lu en tête à tête. Il a pleuré, s'est excusé. Ah oui. Mais oh non, pas vraiment, parce que plus tard, ça a recommencé exactement pareil. Mais il y a eu un moment de grâce à ce moment-là, en tout cas. Oui, mais c'est ça. Longtemps. Pas longtemps, oui. Il a repris ses protections, finalement. Hein. C'est un homme, des parents très enfermés en eux-mêmes. Hein. Oui. Malheureusement, je n'ai pas continué la lecture du livre parce que sinon, plus loin, j'aurais prouvé ma mère. Ouais. Et voyez-vous, d'habitude, on a un parent toxique et moi, j'ai les deux. Et donc, j'ai malheureusement fait le mauvais choix, c'est-à-dire que je suis partie à 19 ans. Ça, c'était le bon choix. Oui. Mais le mauvais dans une maison qui leur appartenait dans la même rue. Ah oui, c'est là où vous avez retrouvé la connexion avec les témoignages d'hier soir, et notamment avec Lucie qui parlait de déménagement. Oui, je n'arrivais pas à vraiment couper parce que j'étais seule. Je n'avais que. Et quand on vit comme ça en huis clos, on ne se rend pas compte. On a l'impression que c'est normal. Qu'est-ce qui se passe chez nous, alors qu'en fait, c'est pas normal. Et puis c'est très difficile de quitter ou de prendre la fuite de ses propres parents, ceux-là même qu'on aime et qu'on imagine être le meilleur lien qui soit. C'est très difficile comme décision. Il y a toujours l'espoir que les choses s'arrangent, L'atmosphère était lourde et électrique à la maison, c'était très difficile. Et les vacances se passaient en Suisse. Ils avaient acheté une maison dans un village perdu au milieu de nulle part, où on était de nouveau en huis clos à 3. C'était, voilà. Alors, j'ai travaillé 20 ans avec mon père, parce qu'en plus, je suis allée travailler avec lui, pour essayer de lui montrer que non, je ne valais pas rien, que non, je n'étais pas un nul. Et bon, tant que je lui servais, si vous voulez, ça allait. Et du jour où il n'a plus besoin de moi, c'était au revoir et merci. Donc, à partir de là, j'ai cherché un autre travail. J'ai été d'intérim en intérim. Et là, sur un lieu d'intérim, j'ai rencontré quelqu'un, un homme. J'ai croisé son regard et j'ai vu quelque chose dans son regard. J'ai pensé vraiment que c'était lui qu'il me fallait. J'ai vu l'altruisme, la bienveillance, de la douceur. Malheureusement, il était marié. Mais 3 ans plus tard, je l'ai retrouvé sur un site de rencontre. Je l'ai contacté dans la seconde. On a bu un verre ensemble et maintenant nous vivons ensemble depuis 8 ans. Ah, c'est très beau votre histoire, Vous voyez, je l'ai senti. Donc c'est encore une fois cette sensibilité votre instinct. Me reproche. Mais en fait vous savez vous écouter. Vous avez le canal et vous l'entendez ce canal-là. Voilà. Et quand vous dites encore cette sensibilité qu'on me reproche plus aujourd'hui, c'est encore d'actualité? Ah oui. Nous sommes partis de la ville de mes parents. On est partis s'installer dans une autre ville avec une autoroute qui nous sépare. Les vacances, on les passe en Espagne, dans la famille de mon mari, qui est des gens chaleureux. Enfin, je suis arrivée à réussir une vie qui est à l'opposé. L'atmosphère est sereine. Tout est bienveillant. Si nos vacances elles sont chaleureuses, enfin, tout est à l'opposé. Malheureusement, au moment où j'ai coupé les ponts avec ma mère, qui est au moment de notre emménagement il y a 8 ans, elle m'a fait des menaces de suicide le jour de mon déménagement. Ça, j'ai trouvé ça tout à fait inadmissible, déplacé.
Bien sûr. Ouais. J'avais 40 ans. J'estime que je lui avais consacré suffisamment de temps. Hein. Et 20 ans de travail à la famille, en tout cas votre père. Oui, et bien c'était pas encore assez. J'allais changer quelque chose, elle ne l'acceptait pas. Vous étiez leur objet, en fait. Voilà, j'avais juste un droit, c'était de me taire. Et ma mère, j'étais là apparemment pour réparer quelque chose. Quoi, je ne sais pas, puisqu'elle ne veut pas à aucun prix voir un psychologue. Pourtant, j'ai longtemps essayé. Je devais subir ses confidences et recevoir ce flux de frustration au quotidien. Et quand moi, je décide de faire enfin quelque chose pour moi, on me parle de suicide. Alors là, j'ai coupé les ponts parce que je trouvais que c'était excessif. Et j'ai pensé que mon père allait comprendre que ça suffisait et que ce qui allait suivre allait être un test pour lui. Ouais. Malheureusement, il ne l'a pas compris. Donc, en coupant les ponts avec ma mère, évidemment, j'ai fait une dépression, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait de gaieté de cœur. Oui, c'est clair. Je ne me suis pas fait accompagner. En plus, j'ai d'abord coupé les ponts. Ensuite, je suis allée voir une spécialiste dans la thérapie brève. Oui. Je l'ai vue pendant 6 mois à un rythme assez soutenu. Elle m'a aidée, notamment avec quelque chose qui peut aider tous vos auditeurs, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de pensées négatives, tous, autant que nous sommes. Elle m'a dit, dès que, surtout chez vous, quand elle dit, comme ça prend des proportions abominables, que je ne sais pas stopper mon cerveau qui est en fonctionnement, penser à un arbre et penser je coupe la branche. Je pense que ça peut aider un petit peu tout le monde. Ah, c'est joli, c'est-à-dire dès qu'une pensée négative arrive, comme celle d'une branche d'arbre qui n'est plus bonne, qui ne sert pas, il faut la sectionner, d'accord. Tout de suite. Et donc j'ai mis ça en pratique, ça m'a beaucoup aidé. Et donc j'ai perdu mon emploi à ce moment-là. Et donc je me suis retrouvée dans un autre poste où je me suis retrouvée dans une situation de harcèlement moral. Ils ont dû sentir que je n'allais pas bien. Un peu fragile. Permis. Et la dame qui faisait ça était protégée par sa propre hiérarchie. Donc en voyant ça, je me suis dit, je ne vais pas m'infliger ça. Je me suis fait mettre en arrêt le temps de ce contrat-là et on devait me réaffecter ailleurs après. Ça n'a pas été fait, ils n'ont pas tenu parole. Donc je me suis retrouvée au chômage et je me suis dit comment puis-je mettre ça à profit pour moi-même. Et donc comme on ne m'a pas appris la bienveillance dans ma famille, je suis allée me proposer à la Croix-Rouge pour être bénévole et apporter mon aide parce que j'avais l'impression que mon cœur était devenu sec à la suite de la rupture et je voulais ressentir de la compassion pour des gens de leur âge notamment, parce qu'à un moment donné, je les détestais tous, vous voyez. Et donc ça m'a permis de retrouver ça. Ensuite, j'ai entamé des études, je suis assistante de direction, je parle 5 langues, pour aller travailler en maison de repos. Vous imaginez un peu le virage. Le virage, de passer du monde de l'entreprise, de la grosse entreprise même, à la maison de repos. Donc, j'étais dans une administration quand j'ai été harcelée. C'était vraiment très, très violent. Donc, alors j'ai fait les stages en maison de repos. Malheureusement, je n'ai pas tenu le coup. C'est-à-dire que, les personnes m'adoraient, je les adorais, mais tellement que j'allais pleurer dans les toilettes. Ma sensibilité là m'a rendu ça tout à fait infernal. Donc j'ai repris mon travail et mon bâton et j'ai commencé cette année des études. Comme j'adore les langues, comme je viens de vous le dire, je suis en première année d'études de régenda en langue moderne. Je suis arrivée au bout de mon année, je suis en train de finir mes examens que j'ai réussi. Donc je vais avoir 50 ans, je suis là avec une bande de gamins de 18 ans en classe, c'est absolument abominable parce qu'ils n'ont pas envie que je sois là. Mais je m'accroche, je reconstruis une autre carrière derrière pour pouvoir aider des gens qui ont des problèmes dans l'apprentissage des langues éventuellement. Oui, c'est ça, votre projet. C'est d'être dans l'apprentissage des langues, Françoise. Voilà. Mais je ne comprends pas quand même. J'ai un sentiment encore d'injustice. Je me dis pourquoi ai-je eu ces paroles-là. Je n'ai plus de fête des pères ni de fête des mères. Et ce qui me fait mal, ce n'est pas de ne pas leur souhaiter à eux. C'est de ne pas avoir d'autres parents à qui les souhaiter. Vous voyez ? Pourquoi moi ? Pourquoi ces parents-là ?
Oui. Et en même temps, Françoise, aujourd'hui, vous les voyez plus du tout, en fait, vos parents. Alors, comment ça se passe? mon père, je ne le vois plus du tout parce que quand je me suis retrouvée au chômage, il a pris les mesures pour que j'ai une rente, pour être sûr que je ne manque de rien. Et 6 mois après, il m'a fait envoyer un papier par la banque pour supprimer cette rente. Sans raison. Hein. Ouais. Pour supprimer donc, l'affiliation, quasiment. Ouais. Je me suis dit, tu veux ça, tu vas l'avoir, mais alors, si je te signe ça, je me permets de couper les ponts définitivement. Et alors, Françoise, quand vous dites pourquoi ces parents-là, si on part de quelque chose qui nous serait donné dans l'univers, c'est qu'on choisit nos parents. Ben oui, si je vous demande, voilà, vous dites ça, oui, alors, bondis. oui, je bondis, bah oui, c'est pour ça. Donc, je me demandais, est-ce que vous auriez une petite idée de ce que ces parents-là, tels qu'ils ont été, vous ont permis de réaliser en tant que dans la croissance de votre être? Qu'est-ce que vous pensez que ces parents-là, aussi terribles qu'ils aient été, vous ont permis de réaliser par vous-même? Ah ben, ils m'ont montré que l'argent, déjà, ne fait pas le bonheur. Ouais. Qu'on ne vit pas avec le mythe de l'argent en priorité, puisque c'est ce qui se passe en fait. C'est l'argent d'abord, la Ferrari avant sa fille. C'est quand même grave à l'époque actuelle et dans toute époque. Ouais. C'est grave. La nécessité de montrer aux autres ce qu'on a, je ne comprends pas ça, ces façons de faire. Et alors, le fait de refuser absolument d'évoluer. De refuser le changement, de refuser l'évolution, de ne pas communiquer avec ses propres enfants. Je ne comprends pas. Et si, François, c'était dans tous ces refus-là que vous aviez puisé l'énergie d'avancer, de construire, de vous remettre en question, de bâtir, de partir? Mais vous savez, pendant longtemps, j'ai refusé d'envisager de me mettre en couple à cause du couple qu'ils forment. Bien sûr. Ils se détestent depuis que je les connais. Mais aucun ne veut partir et laisser la place à l'autre pour ne pas avoir quoi que ce soit à donner à l'autre. C'est encore une fois l'argent. Ouais. Et vous avez appris, en fait, à ce contact-là, avec ces parents-là, aussi à vous faire confiance, à entendre votre petite voix, à décider par vous, à faire des choix, à savoir vous remettre en question, comme s'ils avaient été un anti-modèle finalement. Pourtant, on a tout fait pour que je n'ai pas confiance en moi. On a bien essayé de me casser. Oui. On m'a élevé à coups de tu ne vaux rien, soyons clairs. Un enfant de 6 ans, on ne dit pas ça. Ça ne se fait pas. Mon père, qui est un homme d'affaires, me laissait avec une mère dépressive les 3/4 du temps. Et quand il rentrait de l'étranger, il ne me prenait même pas à part pour savoir comment j'avais vécu la chose. Quand vous rentrez, que vous trouvez votre mère en chemise de nuit qui se balance d'avant en arrière en disant qu'elle a tout raté et en pleurant, ce n'est pas un spectacle pour un enfant. C'est clair. Votre père qui vous ramène un objet d'art, un arbre en verre soufflé de Venise, pour lequel vous avez un vrai coup de cœur, et puis qui vous le reprend le lendemain parce qu'il va le donner à un client pour être sûr d'avoir une commande. Mais c'est quoi ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça pour des façons de faire? J'aime bien entendre votre indignation, Françoise, parce que c'est cette indignation qui vous a permis de ne pas trop adhérer. C'est-à-dire d'adhérer, bien sûr, en tant qu'enfant qui espère que les choses vont changer et qui fait tout pour que ça change et qui lie à son père et parents toxiques, qui essaye de rester là en se disant tant que j'occupe la place, j'ai une chance peut-être de les faire changer, et qui se rendant compte qu'elle va être victime du système, sait partir. Vous savez, dans le verbe, la racine du verbe trahir, c'est trahérer, c'est traverser. Et que pour grandir, on a besoin de traverser. Autrement dit, on a besoin de trahir. Alors pas de se trahir soi, et c'est ce que vous n'avez pas fait, fort heureusement, mais de trahir quelque chose de la génération précédente pour pouvoir semer de nouvelles graines. Quand bien même, d'ailleurs, vous n'avez pas... Je ne sais pas si vous avez des enfants, Françoise. Ah non. Je n'aurais pas osé avoir des enfants avec eux à proximité pendant toute une époque.
Et puis, quand j'ai rencontré mon mari, je venais d'avoir 40 ans, c'était un peu tard pour avoir... Et puis, il faut que la transmission s'arrête. Oui, alors, elle s'arrête, mais j'ai presque envie de vous dire, enfin, elle s'arrête oui et non, parce que vous êtes une âme et que vous avez continué votre voyage, mais elle s'arrête en beauté dans le sens où vous avez peut-être été là sur leur chemin pour cette chance-là, ils l'ont pas saisie, mais vous avez su saisir la vôtre, et donc vous avez su en faire quelque chose. Et donc vous avez su... trop tard. Pas sûr. Pourquoi trop tard? On met du temps. Le temps humain est long. Je regrette les 20 ans que j'ai passés là. Oui, je comprends, Françoise, mais ça veut dire, oui, mais souvent, et on est un peu tous comme ça, voilà, à un moment donné, à l'aube de notre vieillesse, à dire pourquoi j'ai fait comme ça, j'aurais pu faire autrement. Non, parce que on n'avait pas encore ces capacités-là, et que vous y avez cru. À l'époque, à 20, 30, vous croyiez encore qu'en étant dans la place, vous alliez être utile, que vous aviez conscience de ce qui se passait, mais vous disiez, en étant là, je vais faire le bien, je vais les changer, je vais les ouvrir, ces parents-là. Et puis, comprenant que, heureusement d'ailleurs, que vous avez su trahir, traverser, et partir, vous, et lâcher. Et bravo d'ailleurs, parce qu'il vous a fallu beaucoup de courage, parce que c'était très douloureux, c'est très douloureux de se dire, je dois quitter parce qu'il n'y a rien à faire, et que quelque chose leur appartient. Et puis, à 40, on est une adulte, vraiment pleinement, et là, c'est votre adulte qui a décidé ça. Et que 20, on est encore bien jeune, 30, on est vraiment un tout jeune adulte. Oui, donc ce sont des décisions difficiles, il y a aussi une histoire de temps. Ma mère m'a fait savoir par personne interposée qu'elle souhaitait me voir il y a 1 an. Oui. Moi, je savais pertinemment qu'il ne fallait pas. Oui. Mais je l'ai fait quand même. Ah, et comment ça s'est passé? Alors, dans un premier temps, bien. Elle était contente de me revoir. 1 semaine après, elle était de nouveau en dépression. Alors qu'elle était bien quand vous l'avez vue? Oui. Et de nouveau, ça, elle a ressombré. Et puis alors, elle était prête à tout quitter, à faire le nécessaire, à se faire suivre. 1 semaine après, c'était déjà fini. En 1 an, elle n'est pas venue une seule fois me voir. Donc jusqu'ici. Et l'autre soir, je reçois un appel à 10h du soir. Oh, j'ai un problème. Ma rivière en diamant a disparu du coffre à la banque. Est-ce que c'est toi qui l'as prise? Alors là, ça a été trop. Oui. Je suis en train de me démener pour me retrouver une situation professionnelle. Je suis à l'école de 8h à 6h. Puis j'étudie, je m'occupe de mon mari, de ma maison, de mes 2 chiens. Et on me demande si je suis allée chercher une rivière de diamants dont je me fous royalement. Votre mère cherche à vous rendre responsable de quelque chose dont elle-même ne sait pas prendre la responsabilité. Et ça, sans doute, depuis votre naissance. Oui. C'est pour ça qu'elle est dépressive quand vous êtes là. C'est pour ça qu'elle vous appelle pour sa rivière en diamant. Elle cherche à vous rendre responsable et coupable, d'où sa dépression qu'elle vous manifeste quand vous êtes à son contact, de quelque chose qu'elle n'a pas accueilli, accepté. Alors, quelles ont été les conditions de votre arrivée, de votre naissance? Qu'est-ce que cette mère... Ouais, parce qu'il y a quelque chose là. Comme elle ne veut pas voir quelqu'un, et alors comme je ne lui réponds plus au téléphone, elle m'a envoyé une carte postale. Où elle a indiqué qu'elle voulait me rendre la tablette que je lui avais donnée pour me contacter par Skype. Je m'étais dit comme ça, elle aura des nouvelles. Elle ne veut pas s'en servir. Il paraît que c'est trop compliqué, voyez-vous. Et alors, elle a signé, tenez-vous bien, ça m'a ulcéré. Au lieu de signer maman, elle a signé de son prénom et son autre jeune fille. Ah, ça, c'est très, très, très parlant, Françoise. Oui. Parce qu'elle a signé, effectivement, pas de son nom de maman à sa fille, et en plus de son nom de jeune fille, c'est d'avant le mariage. Oui. Donc, il y a quelque chose qu'elle n'a pas admis. Et vous n'avez pas été admise, de fait. Ce qui ne vient pas de votre fait, d'elle, de votre propre mère. Heureusement que vous savez ça. Ce qui est admirable, il y a Pascal qui envoie un message en disant Françoise, vous êtes une femme admirable. Et je confirme parce que admirable dans le sens où vous avez eu ce sens, cet instinct terriblement humain de votre être profond qui a compris qu'il y avait une vie pour vous
qui vous appelait en dehors de presque ce tombeau qu'on essayait dans lequel on essayait de vous enfermer. C'est vraiment un tombeau. Ah oui, c'est ce que j'entends. Donc je n'ai pas eu tort alors de réagir à cette carte postale en lui écrivant bravo pour ton immonde carte postale. Après, il y a pas. Après, dans les actions, c'est vous qui sentez comment ça vous m'a devez. Choqué. Mais bien ça sûr, m'a choqué j'entends. quand j'ai vu le nom et le prénom de jeune fille et pas maman. Même s'il y a un problème, même s'il y a un désaccord, mais qui fait ça? Quel genre de mère? Oui. C'est-à-dire qu'elle vous dénie le fait de pouvoir être votre mère. Il y a quelque chose de pas assumé chez votre maman. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas pu élaborer de votre arrivée. Elle n'a pas su. Pourquoi? C'est son histoire et comme vous dites, vous la connaissez pas. Mais vous l'avez pas non plus. Et quand j'insiste un peu, choisi par hasard, c'est que ça vous a permis, vous peut-être de vous trouver, de trouver ce courage, de grandir, de continuer à voyager, de croître. C'est ce qu'on entend quand vous racontez votre histoire, Françoise. On entend cette force, cette énergie. Je ne sais pas d'où je la sors ou d'où elle me vient. D'avant, parce qu'avec tout ça, de plus loin. Avec tout ça, j'aurais pu m'effondrer. Oui, exactement. Et je me suis accrochée d'une part aux animaux, j'adore les chiens, d'autre part à la musique, à la lecture, à la culture. Oui, donc au lien. Françoise, vous êtes attachée au lien. Vous avez créé du lien. Parce que il y a les animaux d'un côté, la vie animale, et puis vous parlez de la culture, de la musique, donc ce que les humains créent entre eux de plus beau dans l'art et qui nous relie quand on écoute de la musique, quand on lit. Mais par contre, je suis incapable de me faire des amis. Par contre, je n'y arrive pas. Vous avez un compagnon, Françoise? Oui. Et alors, vous avez des amis ensemble? Il a des amis, lui? Oui, il en a quelques-uns, mais oui. je ne sais pas si vous voulez, quand je vais à l'école, par exemple, je mets une distance avec les personnes, je garde mes distances. Parce qu'ils sont plus jeunes? Peut-être parce qu'ils sont plus jeunes ou pas? Il y a que ça, mais il n'y a pas que ça. Oui, je comprends. Il n'y a pas que ça. Et alors, quand vous dites, je ne sais pas, peut-être que c'est parce que vous avez encore là quelque chose à apprendre d'intéressant. On est tout le temps en apprentissage toute sa vie. Oui. Peut-être, effectivement, vous savez pas parce que vous l'avez pas connu, donc c'est nouveau. Donc vous dites je sais pas parce que vous avez le sentiment que vous ne savez pas parce que c'est pas quelque chose que vous avez vraiment rencontré. Mais déjà, vous pouvez un peu apprendre avec les gens que vous fréquentez, avec votre compagnon. Et puis, petit à petit, c'est-à-dire apprendre, ce serait quoi? Ce serait lâcher de la peur de ne pas savoir faire. Comme s'il y avait quelque chose à savoir faire. Est-ce qu'il y a vraiment, vous pensez, quelque chose à savoir faire pour créer des liens ou juste à être qui vous êtes, Françoise? Mais il faut être avenant, si vous voulez. Vous l'êtes? Non, je suis, parce que quand je suis face à un groupe de personnes que je ne connais pas, je me ferme. Parce que vous avez un peu peur, il y a trop de monde. Oui. Et si vous alliez voir dans le groupe, vous pouvez toujours choisir un visage, une personne que vous sentez, avec laquelle vous sentez que le contact peut être là. Ça vous arrive, ça? Parfois. Oui. Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous allez vers cette personne, vous lui parlez? J'attends qu'elle vienne, en général, courageusement. Et il se passerait quoi si vous y alliez? Il se passerait rien, mais c'est juste que je n'ose pas toujours, je n'ose pas. J'ai été trop enfermée pendant les années où il aurait fallu que j'ai des liens sociaux avec d'autres personnes, d'autres enfants. Oui, mais c'est encore possible, Françoise, à tout âge. C'est ça qui est fantastique, la plasticité de l'être humain qu'on est, de notre cerveau. On a des capacités merveilleuses. C'est pas parce que on arrive même comme vous vers les 50 ans, on a passé le cap des 40 et qu'on se dit mais c'est une croyance de penser que l'âge nous empêche et que l'apprentissage ne se fait que entre 0 et 25 ou 0 et 30. Tout ça, et surtout sur le plan humain.
On apprend tout le temps, on apprend de soi, parce qu'effectivement on s'observe, et là vous dites, je me rends compte que voilà, j'ai pas appris ça, je sais pas, ça me fait un peu peur, je n'ose pas. Tout ça c'est de l'information que vous avez aujourd'hui sur vous-même, et forte de cette information-là, c'est de se dire, je décide d'en faire quoi maintenant? De la même façon que vous avez pris plein d'informations sur vos parents, et qu'un jour vous vous êtes dit, je décide autre chose de ma vie parce que ce n'est plus possible. Donc vous avez pris plein de décisions dans votre vie. On en prend d'ailleurs tout le temps des décisions. Et je vais devoir revenir à ma décision de départ, qui était de couper les ponts. J'y reviens puisque je vois qu'on ne me respecte pas, qu'on se permet de suggérer que j'irai voler comme ça dans les coffres. Là, vous parlez de vos parents, mais quand je vous parle de tisser des liens, quand vous me dites je vais devoir revenir à ma position de départ. Non, non, avec d'autres personnes pas, mais je ne peux pas continuer à subir ça parce que si elle avait compris dans les 5 ans où je n'ai pas donné de nouvelles qu'il fallait un peu se remettre en question, j'aurais pu faire un geste, mais là je vois qu'on régresse, donc je ne me sens plus capable de supporter tout ça. Oui, et du coup peut-être que c'est une invitation à créer d'autres liens importants, et peut-être même, je trouve intéressant que vous ayez voulu travailler dans des lieux pour personnes âgées comme si vous aviez été en quête de parents. Oui, mais c'était le cas. C'était le cas, hein, bien sûr. Ah, oui, je suis pas étonnée. Vous pourriez avoir une bonne amie de l'âge de votre mère, une bonne amie de votre âge qui serait une forme de sœur, un bon ami qui serait un frère de substitution. On est très nombreux, on se crée nos familles dans nos amis. Celles qu'on n'a pas eues, avec quelquefois, des formes d'amis parents beaucoup plus âgés que nous, une génération au-dessus, et on investit, on fait un transfert, on investit ces personnes-là de ce qu'on aurait aimé avoir, on va les chercher, on se crée ces liens-là. Il faut que je crée ces liens-là parce que ils vont venir. Ce qu'il y a chez moi, ce qu'il y a dans ma famille ne m'intéresse plus. Donc ils vont venir parce qu'il y a une place qui est libre. Et de la même façon que vous êtes allé dans les établissements pour personnes âgées, sans doute vous confronter à quelque chose, y chercher quelque chose. Maintenant que vous passez comme ça des stades et des étapes de renonciation, c'est-à-dire de rupture, des places se font pour d'autres événements, d'autres liens, d'autres apprentissages. Et ces liens-là vont venir. Ça peut être un prof à la fac, ça peut être, j'en sais rien. Vous voyez, tous ces gens que vous pouvez croiser. Oui. Il y a Véro qui dit pourquoi ne pas écrire votre témoignage, ça servira à beaucoup de personnes qui ont besoin de courage. Vous êtes magnifique, dit Véronique. Oh là là. Oh là là. Ça me touche beaucoup. Ouais. Vous voyez, c'est intéressant ces témoignages que vous recevez, Françoise, ce soir, parce que ça parle, en nous racontant votre histoire là sur l'antenne d'Europe 1, vous créez du lien là. Quand vous dites je sais pas créer du lien, vous en créez. Ben oui, vous en créez, parce que on les crée pas en faisant des choses, mais en étant quelqu'un. C'est qui vous êtes qui crée le lien, Françoise. C'est ces auditeurs qui témoignent de ce que ça leur fait à eux de vous écouter. Et donc vous créez, avec là des centaines de milliers d'auditeurs qui vous écoutent ce soir, des liens invisibles, parce qu'on en a tous des liens visibles. Et puis après, il y a des liens plus concrets qui s'incarnent dans la réalité. Mais je vous rassure, la capacité, bien entendu que vous l'avez, et on l'a tous, et elle nous est essentielle. Quand on l'a pas, c'est quand on pense qu'on l'a pas, je vais plutôt dire comme ça, c'est parce qu'on a simplement très peur, tellement peur d'être déçu. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez très sensible, Françoise. Oui. Quand on est très sensible à la déception. Oh donc, là là, oui, c'est terrible, terrible. Donc on a très peur de créer des liens, de peur d'être déçu. Oui. Vous, votre premier lien, celui des parents, a été tellement abîmé, tellement décevant, tellement triste que pour vous, ce serait tellement dramatique de créer un lien et d'en être de nouveau déçu. Ce serait un peu comme si tout s'écroulait de nouveau. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On dit non, on s'isole, presque inconsciemment. Parce que comme ça nous évitera de souffrir. Mais quel dommage, c'est un grand malentendu, c'est tragique. Parce que c'est là où on grandit, c'est là où on éprouve, c'est ce qui nous rend créatifs, le lien. Oui, il va falloir que je m'engage sur cette voie-là. Alors. Oui, vous allez y arriver, je pense,
toute seule, tout naturellement. Voilà, j'ai envie de dire. Il y a Monique qui laisse son numéro pour vous. Vous pouvez donner mon numéro à Françoise. Il y a Yvan qui dit prenez un café avec les collègues de vos cours. Et puis il y a une autre auditeur qui dit difficile de faire avec des parents toxiques. Rompre, c'est parfois effectivement la seule solution. Courage à Françoise pour sauver sa peau. Il y a tant à vivre. J'aime beaucoup cette phrase. Il y a tant à vivre. Oui. Il y a tant à vivre. Toujours et en tout temps et à tous âges. Merci Françoise pour votre très beau témoignage, très touchant. Sophie, je voudrais vous dire que j'écoute toujours la libre antenne, qui que ce soit à l'antenne, mais je suis particulièrement touchée par vous à cause de votre bienveillance et vous de la gentillesse avec laquelle vous parlez à tous les auditeurs, quel que soit leur problème. Vous me touchez, mais énormément. C'est pour ça que j'ai souhaité passer près de vous. Je vous adore, vraiment. Merci François, c'est vous qui me... ça m'émeut ce que vous me dites, voilà, vous me touchez beaucoup. Je vous embrasse fort, Françoise. Je vous embrasse. Merci, et puis vraiment, je vous souhaite encore un beau chemin et bravo pour votre joli chemin de responsabilité et de courage. Je vous embrasse. Au revoir, Françoise. Je vous embrasse, au revoir. Bonsoir Maria. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir sélectionnée pour passer à l'antenne. Oui. Je peux admettre que je suis un peu émue. Oui. Vous cherchez à y voir plus clair en fait. C'est ce que je comprends du mail que vous nous avez adressé. Si j'essaye de résumer vraiment très très succinctement. Oui. C'est exactement ça. J'essaye d'y voir un petit peu plus clair. Parce que je suis un petit peu à un carrefour en ce moment. On va dire à l'aube de ma vie d'adulte. Et, vous avez 28 ans, c'est ça, Maria? C'est ça. Oui. Je me pose plein de questions. Tout d'abord vis-à-vis de moi-même et puis vis-à-vis de ma relation avec les autres. Vous parlez souvent d'interdépendance dans l'émission. Et c'est quelque chose qui pour moi est assez important. Or là en ce moment on n'y est pas du tout. Oui, c'est un trajet. C'est long. On pourrait pas d'interdépendance, on pourrait parler d'individuation au sens de Jung. Mais c'est un long trajet puisqu'on part de la dépendance à notre maman d'abord, à nos parents, à notre famille, pour après devenir dépendant puis interdépendant. Donc c'est un trajet. Et c'est pas une performance. Oui, effectivement. Je me pose beaucoup de questions parce qu'en fait, j'ai été en dépression pendant beaucoup d'années, depuis l'âge de 16 ans. De 16 ans? Ah oui? Oui, et ça a été un très long parcours. Et je vois ça un petit peu en ce moment, ce que je vis en ce moment, je vois ça un peu comme si j'avais gravi une montagne. Et qu'en gravissant cette montagne, j'y avais passé beaucoup de temps, que j'y avais mis tous les efforts et arrivé en haut de la montagne, j'ai plus assez de force pour admirer le paysage en fait. Vous voyez, c'est un peu l'image que j'ai. C'est-à-dire que maintenant que ça va mieux et que je peux construire quelque chose, trouver une voie, faire quelque chose, j'ai plus de force. Je me sens totalement épuisée. Parce que cette dizaine d'années a été longue et éprouvante. Et j'y ai perdu beaucoup d'énergie en fait. Et là, je suis à un stade où j'ai plus d'énergie. Ça va mieux, mais j'ai plus d'énergie. Et qu'est-ce que... Alors, vous dites perdu. Est-ce que vous sauriez me dire qu'est-ce que vous y avez trouvé? C'est-à-dire? Quand on fait une grande dépression, comme vous dites, Maria, et qu'on touche le fond de la piscine, tout d'un coup, il y a quelque chose qui remonte, il y a comme une nouvelle naissance, il y a comme une lumière, il y a quelque chose qu'on a trouvé dans l'ombre, quelque chose qu'on a trouvé dans le sombre. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une chose en particulier? Non. C'est plus, j'ai réussi à m'accrocher parce que justement, je voulais faire quelque chose de bien de ma vie. Je me disais que, parce qu'il y a plein de moments où j'ai pensé à en finir, en me disant que c'était pas la peine de s'accrocher, que je souffrais trop. Mais depuis toute petite, j'ai toujours eu cette envie de pouvoir répondre un peu aux questions de la vie. Qui on est, où on va, pourquoi.
Et j'ai toujours été très ambitieuse, j'ai toujours voulu faire quelque chose de ma vie. D'accord, donc par là, très attirée par la lumière, donc ouais. Voilà, très. Et depuis toute petite, il y a toujours eu ça en moi. Ouais. Et j'ai cette vision, et d'ailleurs c'est pour ça que ça rejoint aussi mon rapport avec les autres, parce que les deux sont liés. J'ai cette vision de la vieillesse, du temps qui passe, avec une vision un petit peu, alors c'est un peu cliché de dire ça, mais africaine au sens large ou asiatique au sens large, vous savez, c'est le vieux sage. Oui. C'est une personne qui a un parcours de vie, qui est arrivée à atteindre une certaine forme de sagesse et vers qui on se tourne pour demander des conseils, et qui est toujours d'ailleurs de bons conseils. Et je me suis accrochée à ça en me disant, il est important que tu puisses arriver à ce stade dans ta vie où tu auras répondu à la plupart des questions vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de ton rapport aux autres. D'accord. Et donc, ça m'a permis de m'accrocher en me disant que j'aurais une vie qui serait réussie, voilà, on va dire. Et puis, je me suis accrochée. Je suis arrivée à ce stade où aujourd'hui ça va mieux. Par contre, je regarde autour de moi et je vois que les personnes ne sont pas forcément dans cette recherche. Alors, moi, ce n'est pas les autres et les autres ne sont pas moi. Chacun son parcours de vie. Mais comme je vous disais, j'avais cette vision du vieux sage et de la vieille sage. Ça passe au féminin. Et c'est pour ça qu'on arrive à une certaine forme de déception dont je vous ai parlé dans le mail. Je regarde autour de moi et je trouve que les personnes qui sont plus âgées ne sont pas forcément sages, en fait. Ne sont pas forcément... comment l'exprimer sans... Pas forcément une richesse ou un trajet de vie qui vous fait envie de dire c'est ça. Mais parce que chacun, Maria, fait le trajet qui lui est destiné, en fait, avec des niveaux de conscience qui sont différents pour chacun. On pourrait et on part de quelque part, on arrive ailleurs. Les trajets sont tous différents, donc on peut pas. Oui, il y a ces figures-là parce qu'en général, il faut un long trajet pour arriver à une forme de sagesse. Mais c'est pas parce qu'on est vieux qu'on accède forcément à cette sagesse. Il faut pour cela avoir multiplié une somme d'expérience et de richesse humaine, avoir quelquefois pris des décisions douloureuses pour soi, de s'être confronté à ces dragons, d'avoir rencontré sa lumière, d'avoir pas mal cheminé avec son âme, et donc de créer ses alliances, et tout ça c'est une quête. C'est le trajet de l'alchimiste, hein. On transforme le plomb de notre naissance en or avant de partir. C'est exactement ça. Et en fait, j'en ai conscience que tout cela provient d'une quête. Mais vous savez, quand il y a une attente, quand il y a une déception, c'est qu'il y a eu une attente. Et des fois, l'attente, elle est inconsciente. Et c'est vrai. En fait, là, je suis arrivée à un stade où je me rends compte, et c'est pour ça que dans mon mail, je vous demandais, est-ce que j'ai pas mis la barre trop haute? Je me rends compte, en fait, qu'inconsciemment, j'avais l'impression que la majorité des personnes, vous voyez, seraient comme ça. En fait, au final, excusez-moi de vous avoir... Non, je vous en prie. Et en fait, au final, comment vous dire, c'est comme si j'avais eu une vision de la vie erronée, en quelque sorte, et dans plein de domaines. Mais tant mieux, Maria, vous perdez vos illusions. C'est ça de grandir. Oui, mais voilà, 28 ans, vous perdez vos illusions. Et vos illusions, on en a bien besoin des illusions pendant un certain temps parce qu'elles nous aident et elles vous ont aidé à faire des projets à tenir, et tout d'un coup, patatras, elles s'en vont. Pourquoi? Parce que ça, c'est les illusions des images de l'extérieur. Et finalement, je reprends ma petite phrase d'intro de tout à l'heure, c'est que la réponse, comme le disait Schopenhauer, elle est à l'intérieur. Alors, il n'y a pas que lui, ils l'ont tous dit. Les réponses sont dedans et pas dehors. Donc oui, le dehors nous aide à nous construire des projets, des images, à nous donner envie, à créer des désirs. Mais les moyens, le chemin que vous allez emprunter, celui de Maria, il est bien à l'intérieur.
Alors, je me demande, quand je vous entends dire, voilà, j'ai gravi une montagne et je suis en haut, j'ai l'impression que j'ai plus de force, voilà, je perds mes illusions. À quoi bon, finalement? Vous êtes en train de me dire, à quoi bon tout ça? Après un chemin déjà parsemé d'embûches. Peut-être qu'il est temps d'aller regarder ce que dit votre lumière, Maria, puisque vous me parlez d'ambition. En fait, vous avez envie de lumière. Elle vous fait très peur, totalement. cette lumière. Alors cette lumière, c'est pas tant qu'elle me fait peur. Ouais. Pour être tout à fait honnête, c'est plus que aujourd'hui je me sens sans force parce que pendant les périodes où j'allais pas bien, ce qui m'a aidé à tenir justement, c'était cette lumière en me disant, voilà, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir, voyez. Quand j'irai mieux. Et puis quand j'irai mieux, et aujourd'hui que je vais mieux, en fait, enfin, même mon corps, je me sens fatiguée. Parce que ça a été trop d'années, ça a été trop long, beaucoup trop long. Les souvenirs que j'ai de moi il y a 10 ans sont des souvenirs où je suis en dépression. Et à un âge où, vous me direz à tous les âges, de toute façon, la dépression c'est compliqué, mais c'est plus que là, comme je suis à un âge transitoire entre l'âge enfant, on va dire, et l'âge adulte, la plupart des souvenirs que j'ai de moi jusqu'à l'adolescence, c'est la dépression. Elle était due à quoi, cette dépression, Maria? Il y a eu plusieurs étapes. D'abord, il y a eu une très très mauvaise, plusieurs mauvaises expériences avec des rapports sexuels non consentis, on va dire ça comme ça, qui ont fait que j'ai totalement perdu pied. J'étais plus dans le réel, vous voyez. J'étais complètement perdue. Puis ensuite, il y a eu une grande, comment dire, il y a eu une grande période où je ne savais plus qui j'étais suite à ça, en fait. Ça a été la conséquence. Parallèlement à ça, avec ma famille, les rapports n'étaient vraiment pas bons. Ce qui fait que je me suis retrouvée seule alors que j'étais déjà en dépression et pas bien. La solitude en soi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas, que je vis plutôt très bien puisque j'ai une base solitaire. Seulement, quand on est en dépression, je pense qu'il est important d'être entouré. Ouais. Alors, certes, ma famille ne savait pas pourquoi j'étais en dépression, mais elle savait que j'étais en dépression. Et j'ai pas eu de soutien parce que de toute façon, les personnes qui m'entouraient n'étaient pas capables de m'en donner puisqu'elles-mêmes vivaient le chaos. C'était voilà. Mais la relation de mes parents n'était pas. Voilà, c'était assez compliqué. Et encore parallèlement à tout ça, je me suis retrouvée à porter sur mes épaules des problèmes qui n'étaient pas les miens parce qu'on s'est souvent beaucoup reposé sur moi. Parce qu'à chaque fois, on se confie à moi quand on a des soucis, quand on a des problèmes. Il y a toujours cette idée que l'on se fait de moi qui est toi de toute façon tu es forte, tu y arrives, etc. Et j'ai beau expliquer, je suis fatiguée, je suis en dépression, je n'y arrive pas. On me dit toujours oui, mais tu trouves toujours une solution. Donc on m'a pas écoutée. Ouais. Et tout ça cumulé a fait que ça a été très 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 difficile. Il y a eu une période après où j'ai pris du poids très vite. J'ai pris une vingtaine de kilos. Pareil, j'ai pris une vingtaine de kilos. Ça se voyait pas tant que ça. On voyait que j'avais pris du poids, mais on me disait à chaque fois tu as pris 8-10 kilos. J'en avais pris une vingtaine. Et pareil, on m'écoute pas. Je veux essayer de remédier à la situation, d'arrêter de grignoter, d'arrêter de manger des gâteaux. Et on me dit oh, mais t'as pas pris tant que ça. Et puis de toute façon, c'est votre famille, c'est vos parents? Oui. C'est mes proches, c'est ma famille, c'est mes frères et sœurs. À chaque fois, en fait, j'ai le sentiment de rejet, en fait. Oui, pas être écouté, d'être rejeté. Ouais. Et ça a été assez difficile et malgré toutes les discussions que j'ai pu avoir, parce que je communique beaucoup en général quand je reproche quelque chose à quelqu'un, je le garde pas pour moi, je viens tout de suite dans la communication. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'avais beau parler, j'avais beau dire, on regardait toujours les résultats.
Un jour, ma sœur m'a dit une phrase. Pour elle, c'était un compliment. Moi, je l'avais très mal pris. Je traversais une phase très difficile l'année dernière. J'avais vraiment besoin de soutien. Et puis, elle me dit en rigolant, mais tu retombes toujours sur tes pattes, t'es comme un chat. Pour elle, le résultat, c'est ce qui comptait. Et effectivement, le résultat montre que souvent, quand je suis dans une situation difficile, je m'en sors. Mais ça ne veut pas dire que pendant l'effort, je n'ai pas besoin d'aide et de soutien. Ça ne veut pas dire que l'effort n'est pas insupportable parfois. Ouais. Est-ce que vous savez demander de l'aide quand ça ne va pas aux autres? Oui. Ouais. Oui, d'accord. Parce que je me suis beaucoup posé la question et c'est pour ça d'ailleurs que je suis aussi à ce carrefour, parce qu'il y a toutes ces choses qui se mélangent. Avant, je ne savais pas demander de l'aide. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado. À partir du moment où j'ai été en dépression, donc à partir de 16 ans, j'ai su demander de l'aide. Et quand je ne l'ai pas, je me dis tant pis. Et je continue toute seule, je fais l'effort seule. Et puis je réussis seule. Et donc on me dit à chaque fois, tu vois que tu n'avais pas besoin. C'est un peu ça qui se passe. Oui. Et vous, ça vous donne ça vous donne finalement pas de satisfaction de réussir et de s'en sortir seule, comme vous dites. Vous en voulez finalement aux autres d'avoir été abandonnés, mais ça vous donne pas de la satisfaction, ça vous nourrit pas. Vous savez pas vous féliciter de ça. Ouais. Non, parce que le fait que je sache le faire seule, je le sais. Parce que étant donné que je suis beaucoup dans l'introspection, je me connais bien. Je connais mes limites, je sais de quoi je suis capable. Et effectivement, quand je demande de l'aide, je sais que je peux le faire seule. Mais j'ai besoin qu'on m'aide à ce moment-là, parce que je suis fatiguée. Et le fait de ne pas être entendue, le fait de ne pas être écoutée, fait qu'on fait l'effort tout seul, on s'épuise, En fait, votre épuisement, c'est une immense déception. Oui. Vous êtes horriblement déçue, Maria, en fait, de tout, partout. Ouais. Vous êtes dans votre épisode dépressif, vous êtes encore accompagnée en thérapie, vous voyez quelqu'un? J'avais été accompagnée, oui, pendant mon épisode dépressif, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Et là, je compte reprendre quand j'aurai une situation plus stable, parce que là, je sais pas, j'ai peut-être un projet de déménagement, donc ce sera pas l'idéal de commencer maintenant, mais un peu plus tard, oui, j'y pense, parce que cette fatigue, elle me quitte pas. Depuis depuis que ça va mieux, ça fait à peu près 1 an et demi, et elle me quitte pas. D'accord. Et quand vous dites ça va mieux, quels sont les signes? Vous dites, parce que vous parlez au passé de l'aspect dépressif, donc vous dites maintenant je vais bien, mais ça va pas mieux en quelque sorte. C'est quoi les signes où vous dites ça va bien? Qu'est-ce qui vous fait dire que ça va bien aujourd'hui? J'ai plus ce petit truc dans la tête. Alors je sais pas comment l'expliquer. Quand j'étais en dépression, j'avais une petite chose dans le cerveau qui partait pas, même dans les moments où des fois on peut avoir un fou rire parce que quelqu'un fait une blague, mais il y a toujours ce petit truc qui fait qu'on n'est pas vraiment là, vous voyez, comme si on était mort de l'intérieur. D'accord. Et ça, je l'ai plus. Et je me sens libre de ça, je me sens bien. Oui, c'est très intéressant. Maria, ce que je vous propose, c'est qu'on continue l'échange, qu'on essaye de mettre du sens, de clarifier tout ça, juste après les informations. Donc vous ne quittez pas, on se retrouve juste après le journal de minuit. À tout de suite. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters.
écoutez Europe 1, c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct, une libre antenne dans laquelle on applique la devise du philosophe Arthur Schopenhauer, l'essentiel pour le bonheur de la vie, c'est ce que l'on a en soi-même. Eh bien, c'est en vous-même qu'on tente de trouver aujourd'hui, ce soir, cette nuit, émission après émission dans cette libre antenne, le chemin vers vous. Je vous propose d'ailleurs que nous le suivions ensemble ici, en direct à l'antenne d'Europe 1 au 39 21. Quentin et Corentin y accueillent vos appels. Et puis demain soir, je vous le rappelle, j'aurai la joie d'accueillir à mes côtés Muriel Siron, notre astrologue maison, qui aura à cœur elle aussi de vous parler de votre âme. Et puis bien entendu, vous pouvez réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit, ou partagez avec nous en envoyant un mail sur le site europe1.fr. 39 21, ici on s'écoute et on se répond. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Maria. Rebonsoir Sophie. Rebonsoir. Alors, on échangeait ensemble juste avant le journal de minuit. Vous nous disiez que vous avez traversé une longue et douloureuse descente aux enfers, un grand épisode dépressif depuis l'âge de 16 ans jusqu'à quasi aujourd'hui 28 ans, que vous réémergez, que vous avez dit très joliment d'ailleurs juste avant qu'on se quitte, quand je vous ai dit à quoi vous sentez que vous allez mieux, vous avez dit j'ai plus cette petite chose dans le cerveau, cette petite mort de l'intérieur, je me sens plus libre dans ma tête. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a plus cette petite voix qui vous observait constamment de l'extérieur pour vous dire que votre vie, ça n'allait pas, que tout n'allait pas et que vous étiez absente à vous-même. Vous êtes plus là. C'est ça. Plus du tout. Oui, vous êtes beaucoup plus là. Mais maintenant que vous êtes là et que vous ouvrez les yeux, que vous êtes dans vos ressentis, vous dites « Ah, mais zut, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. À la fois, je perds mes illusions, je suis très déçue, je m'attendais à autre chose, à quelque chose de mieux, ou en tout cas avec plus d'espoir. » C'est ça ? Oui, je m'attendais et surtout vis-à-vis des autres. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus fiable. Oui. Voilà, alors, ça parle de vous, oui. Oui, et ça parle beaucoup de vous. Et quand vous me dites que vous ressentez une grande fatigue, ça me met aussi sur la voie. C'est un peu la fatigue d'être vous-même. C'est-à-dire que certes, il n'y a plus cette voix et donc tout d'un coup, vous êtes beaucoup plus connecté à vous. Mais en étant plus connecté à vous, vous ressentez cette immense fatigue de devoir vous porter, être en responsabilité de vous-même et ne plus devoir compter sur les autres. Ce qui est une désillusion très douloureuse quand on ouvre les yeux, à votre âge, à tout âge, on réalise que non, ça doit venir de nous, tout se passe à l'intérieur et c'est pas, on pensait pouvoir trouver tout ce dont on avait besoin à l'extérieur, parce que finalement on va chercher notre nourriture, à s'habiller, on va chercher toute chose de nos besoins à l'extérieur, mais le sens, l'équilibre de soi-même est à l'intérieur. Toutes les réponses sont dedans. C'est marrant ce que vous dites parce que j'ai l'impression que c'est l'inverse en fait. Ah oui, c'est-à-dire que le montage s'est fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que et c'est pour ça que je vous parlais d'interdépendance au début. Je suis quelqu'un d'extrêmement solitaire, qui me suis beaucoup portée. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais beaucoup de mal avant à demander de l'aide, à aller vers les autres. Aujourd'hui, je le fais un petit peu plus. Pendant toutes ces années, j'ai été seule. C'est-à-dire que j'ai des amis que j'ai depuis longtemps, que j'ai depuis l'adolescence, qui sont de très bons amis, mais qui ne vivent pas dans les mêmes villes où moi j'ai vécu. Ce qui fait qu'on avait toujours des relations à distance, c'est le téléphone, on se voit 2 fois par an, à l'occasion, chez l'un, chez l'autre, mais au quotidien, j'étais seule. Et cette solitude, elle me convenait, dans le sens où j'en avais besoin. Déjà parce qu'à la base, j'ai cette base solitaire. Parce qu'en plus, j'en avais besoin. J'avais besoin de me retrouver avec moi-même, d'être en introspection, et de me poser des questions sur qui j'étais, où j'allais, pourquoi, comment. Maintenant que ça va mieux, je m'ouvre aux autres. Et là apparaît la déception. Parce que je me dis, comment est-ce que je vais arriver à échanger avec les autres, à tisser des liens,
qui sont autres que ceux que j'ai avec mes amis, parce que mes amis, je les ai, mais c'est aussi important d'avoir un entourage. Vous voyez, là, je vis dans ma ville. Bon, mes bons amis ne sont pas là, mes meilleurs amis ne sont pas avec moi dans cette ville. Il faut bien aussi avoir des connaissances, des potes, des personnes avec qui échanger, avec qui se faire un restaurant de temps en temps, etc. Et après toutes ces années passées avec moi-même, ça a été que moi. Donc, moi, je me connais et je me suis fait une image du monde et des autres qui, visiblement, était un petit peu erronée. Alors, et donc, c'est pour ça que je trouvais marrant ce que vous disiez. C'est que c'est exactement oui, quand vous dites, alors oui, mais oui, je comprends tout à fait votre logique. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, ok, c'est pas tant que le montage s'est fait à l'envers, comme vous le dites, c'est que vous vous sentiez pas digne d'être aimé. Donc vous vous êtes enfermé en vous-même, dans cette tristesse absolue, dans ce désert finalement de non-amour, incapable de trouver en vous-même de quoi vous aimer, très jeune, très abandonné par l'extérieur, et donc tenant en force constamment par une énergie de vie, on dira l'énergie du désespoir, qui nous tient en vie avec cette petite voix terrible qui vous sciait la branche. Cette petite voix a réussi, tant mieux d'ailleurs, à se taire. Et donc tout d'un coup, vous dites « Ah, enfin, je respire, je me sens moins oppressée. Et je vais pouvoir aller vers l'extérieur. » Mais pour aller vers l'extérieur, comme vous dites, et ces liens-là, ça va passer par un lien d'amour avec vous. Et peut-être qu'il est là le chaînon manquant qui vous manque aujourd'hui. Parce que pour trouver tous ces gens à l'extérieur qui vous déçoivent tant, c'est que vous décevez. Une part de vous déçoit encore. Alors la voix s'est tue, mais il y a un lien avec vous-même qui est pas encore là. Et quand on découvre ce lien d'amour avec soi, et encore quand je parle de lien d'amour bien loin du narcissisme, de lien d'amour profond, c'est-à-dire de respect de soi, d'être digne d'être aimé, là vous êtes encore au stade, et tout à fait normal, où vous allez chercher cet amour dont vous avez bien sûr besoin à l'extérieur, auprès d'autres personnes, dans le regard des autres. Et là, c'est déception, comment on va se connecter, ils vont pas pouvoir me donner ce dont j'ai besoin. Non, effectivement, parce que vous avez d'abord vous le donner à vous pour le trouver chez l'autre. Et là, on va trouver l'interdépendance. Là, on va trouver chaque personne en autonomie qui peuvent échanger et se connecter, parce que l'amour que vous allez vous donner, le respect de vous sera renvoyé par l'autre. Par contre, si vous allez vers les autres avec ce déficit d'amour de vous, de respect de vous, vraiment de profonde amitié avec vous-même, alors vous allez effectivement rencontrer ce que vous rencontrez aujourd'hui, c'est-à-dire la désillusion, parce qu'on va vous renvoyer. Et c'est là où c'est très intéressant de regarder l'autre. Il nous renvoie à nous-mêmes constamment. C'est le miroir. L'autre est notre miroir. Et on tisse ces relations miroirs constamment. Et d'ailleurs, on peut souvent, dans la vie, constater, vous parliez de sagesse ancestrale, on arrive justement, en cheminant comme ça, à des relations apaisées où l'autre ne devient plus une menace, ni une déception. L'autre est juste différent, parce qu'on a accepté sa propre différence et on accueille l'autre juste pour ce qu'il est, parce qu'on a su s'accueillir pour qui on était, ni plus ni moins. Et là, il y a pas, on n'est plus dans l'attente, on est dans la joie, la richesse et la profondeur de l'échange. On est dans le plein et plus dans le manque. Tant qu'on est dans le manque, il y a une béance. Mais on met longtemps à combler nos manques. Nous sommes des manques dans l'amour, dans l'amitié immense. Est-ce que là, ça vous parle un peu plus, Maria? Est-ce que là, c'est plus clair pour vous? Oui et non. Oui. Où vous en êtes j'allais dire, du lien que vous entretenez avec vous-même, c'est-à-dire de l'amitié que vous vous portez? Quels sont les liens d'amitié que vous entretenez avec vous-même? Comment ça se passe? C'est pour ça que je dis oui et non, parce que là, je trouve que ça se passe bien. Ouais. C'est-à-dire que c'est pour être passé par toutes ces phases difficiles de mal-être où on se sent pas bien, et effectivement, comme vous l'avez dit justement, on se sent pas digne d'être aimé, etc. Aujourd'hui, ça va bien. Et je me sens bien avec moi-même, bien dans mes baskets. Et
j'ai vraiment l'impression de faire un, vous voyez, parce que en fait, je me retrouve telle que j'étais avant de connaître cet épisode dépressif. Je me sens à l'aise. Ouais. C'est vraiment cette fatigue, en fait, donc plus riche de quelque chose, plus riche d'un être plus profond, plus connecté. Qu'est-ce qui fait alors que quand vous dites bah oui, mais c'est avec les autres, du coup, où est-ce que ça coince la connexion d'après vous? En fait, parce que c'est comme si non, mais c'est comme si vous leur reprochiez de ne pas être comme vous, comme s'il n'y avait pas un autre vous-même. Comment dire, c'est plus l'image, voilà, l'image que je m'étais faite. Et en fait, je pense que tout vient de là, c'est-à-dire que dans mon mail, je parlais de placer la barre haute. Et en fait, je me rends compte que le problème vient de moi, mais vis-à-vis de l'image que je me suis fait de ce que pouvaient être les autres. Oui, mais en exigeant beaucoup de vous-même, vous exigez beaucoup des autres. Oui, et du coup, c'est erroné. Oui, bien sûr que c'est erroné. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas exiger beaucoup des autres, ça n'a pas de sens. Ça voudrait dire avoir du pouvoir et qui on est pour ça. Par contre, exiger de soi aussi n'est pas tout à fait juste. Avoir une discipline, une persévérance, un apprentissage, oui, mais des exigences, ce serait ne pas tenir compte de notre humanité, de nos vulnérabilités, de nos limites. Ce serait nous croire tout-puissants. Il y a une histoire de toute-puissance dans ce que vous racontez, sur vous, sur les autres. Et il y a aussi une histoire de dépression, de déception vis-à-vis de moi-même, parce que je m'en veux de ne pas avoir vu les choses telles qu'elles étaient déjà dans un premier temps. Vous ne pouviez et puis surtout, je m'en veux de ne pas avoir eu d'avoir compris, comment dire, que j'avais pas l'intuition pour arriver à toujours comprendre ce qui se tramait en face. Oui, donc vous vous imaginez comme toute puissante, un peu avec une forme d'arrogance, de dire « mais qui suis-je pour ne pas avoir vu tout ça quand même ?» Exactement. Vous êtes juste une jeune femme de 28 ans, Maria, en chemin dans la vie. Et c'est là l'apprentissage de votre sagesse à vous, il est juste là. Parce que qui suis-je? Je suis tout simplement. Je vais pas être quelqu'un d'autre. C'est comme si vous étiez en train de dire j'aurais dû, ou je devrais encore être quelqu'un d'autre, comme tous ces gens à qui finalement j'en veux beaucoup de n'être que ce qu'ils sont. Ah exactement. Oui. Oui. Et oui, mais vous êtes et ils sont, et c'est très bien ainsi. Et la richesse se fait à cet endroit-là. Donc peut-être, que ça coince pour aujourd'hui. Oui, pour aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne sais plus comment aborder lâcher. Tout cela puisque je fais plus confiance. Oui, lâcher, Maria, lâcher. Vous avez fait un lapsus intéressant tout à l'heure. Vous avez employé le mot dépression à la place d'un autre, mais moi j'ai juste entendu le mot dépression. À place de déception. Oui, déception, très joli, bravo. Et en fait, il y a un petit résidu, on va dire, il reste quelque chose dans cet état, on va dire, post-dépressif, qui est peut-être la petite queue la comète, de votre comète à vous, qui est maintenant de lâcher quelque chose. C'est le fameux lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est l'accueil, de dire, voilà, maintenant je me mets dans la posture de l'accueil. J'accepte, j'accueille ce qui est pour ce que c'est. Et j'essaye plus de tout maîtriser, de changer les êtres, les choses, voire moi-même, parce qu'on ne se change pas, on se transforme. Mais dans cette transformation, dans cette alchimie dont je vous parlais tout à l'heure, c'est là que se fait ce travail. Et l'alchimie se fait comment? Avec une extrême attention à ce qu'on vit au quotidien, à cette opiniâtreté de vie, d'attention à ce qui nous arrive, à nos ressentis, à l'observation qu'on a de nous-mêmes, sans jugement, juste une forme de connaissance de soi. Oui. Et vous abordez là, c'est comme des étapes. Et quand vous dites mais je sais plus comment faire, et vous dites je suis à un carrefour, vous abordez une nouvelle étape, et une nouvelle étape qui va être maintenant, après vous êtes beaucoup battu, de déposer un petit peu les armes.
Oui, vous avez raison. C'est exactement ça. Vous déposez un peu les armes. Il faut lâcher prise. Ouais. Et de déposer toutes ces armes-là pour trouver un peu de paix. Effectivement. Oui, il y a Sylvie qui dit bravo Maria, ce chemin déjà accompli. J'ai 50 ans, j'aurais aimé avoir cette lucidité à votre âge. Vous me faites du bien. Merci, dit Sylvie. C'est très gentil. Merci. Et puis Cathy également qui dit peut-être aussi votre jeune âge accéder à plus de légèreté. Les Grecs étaient superficiels par profondeur. Lisez ces vieux sages morts, ils résonnent juste encore. Oui, c'est très beau et c'est très juste. Oui. Je vous souhaite de poursuivre. J'ai presque envie de vous dire, voyez, lâchez prise et lâchez rien en même temps. C'est un double mouvement, une double posture. Lâchez pas le chemin dans lequel vous êtes investi parce que vous êtes, on sent, en pleine croissance de votre être. Mais ça va passer par quelque chose effectivement à lâcher qui ressemble à de la paix, tout simplement. Et pas de la guerre. Pas de la confrontation. Vraiment à quelque chose de doux, de paisible. Et que, et d'accueillir les gens qui sont ce qu'ils sont, bien, mal, peu importe, ils sont eux, vous êtes vous, et ça va vous permettre de vous accueillir vous aussi, et de lâcher la culpabilité, celle que vous devriez être, parce que vous avez démarré votre témoignage comme ça, il y a celle que je voudrais être, que je devrais être, non, il y a celle que vous êtes déjà, et vous êtes, indiscutablement, Maria. Oui, vous avez totalement raison. Oui. Bon courage à vous, Maria. Mais merci. Je vous embrasse. Bonne nuit à vous. Au revoir. Bonsoir, Hélène. Bonsoir. Bienvenue. Écoutez, je vous téléphone parce que j'ai d'énormes problèmes relationnels. Oui. Et je suis très seule. J'ai 67 ans et toute ma vie, j'ai eu beaucoup de mal. Je me suis toujours sentie spéciale et en grand décalage avec beaucoup de gens autour de moi. Et ça faisait que j'avais beaucoup de mal à créer des liens. Ou alors les liens étaient très courts. Enfin, les amitiés. J'ai eu des amitiés, mais qui se sont arrêtées. Et j'ai fini par comprendre ce qui s'est passé parce qu'en novembre dernier, j'ai fait un ictus amnésique. Et en cherchant un petit peu, j'ai vu un psychiatre, j'ai vu un neurologue. Et en fait, les ictus amnésiques, c'est pour les très gros QI. Et j'ai fait des tests et je suis à 135. Et le problème, c'est que je vous dirais franchement, c'est pas une chance. Parce que je trouve pas le joint avec les gens, parce que j'ai une manière de réfléchir et de réagir qui n'est pas du tout, on va dire, ordinaire. Je réfléchis très très vite. Quand les gens me parlent, j'ai tendance à les interrompre parce que je suis toujours en avance sur les développements, les déroulements. Je saute des étapes. Alors les gens ne me comprennent pas toujours. Et il s'établit une espèce d'incompréhension entre eux, moi et puis les gens, au mieux, ils me trouvent originale, au pire, ils me trouvent hurluberlu ou faux-folle, quoi. En fait, vous êtes ce qu'on appelle, Hélène, un adulte surdoué. Oui. Et c'est très douloureux à vivre. C'est très douloureux à vivre. Mais oui, parce que avec ce sentiment de décalage avec les autres, difficulté à s'intégrer dans la société, vous n'êtes pas toujours comprise, et pourtant, vous auriez tout pour être heureuse, mais cette précocité, elle n'a pas été détectée dans votre enfance. Non. Pour donner tous vos talents, toute la mesure de vos talents. Donc effectivement, il y a surtout une incompréhension qui crée ce malaise et surtout ce sentiment de décalage dont vous parlez très bien. Oui, et ça fait que je n'arrive pas à créer des liens avec les gens parce que je crois que nous nous ennuyons mutuellement. Vous voyez, moi je m'ennuie avec beaucoup de gens parce que
m'intéressent pas. Et je crois que moi, je les ennuie aussi parce que je les intéresse pas non plus. Oui. Vous voyez, parce qu'on s'intéresse pas du tout aux mêmes choses. Des choses toutes bêtes, par exemple, moi je regarde très peu la télé ou alors des choses très spéciales et je rencontre des gens, ils parlent d'émissions télé que je regarde jamais, ils parlent d'événements qui m'intéressent pas, donc je suis toujours je suis pas dans le coup, quoi. Oui, en décalage en fait. Je suis complètement en décalage, quoi. Et bon, je suis hyper émotive. Alors, parce qu'hypersensible, oui. Et donc, j'ai de temps en temps des réactions émotives qui sont totalement inadaptées, et qui sont incontrôlables et qui sont inadaptées parce que c'est pas comme ça qu'il aurait fallu réagir. Et pourtant, je suis quelqu'un de très empathique, de très gentil. J'essaie, voilà. Bon, tout ça a été sur toutes les années qui ont passé. Et j'ai fini par comprendre ça il y a quelques mois. Donc j'ai compris tout ça il y a quelques mois. Et voilà. C'est pas une chance. Oui. Alors, en même temps, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de choses qui vous passionnent, ou vous savez vous passionner pour certains sujets, non ? Oui, je m'intéresse à énormément de choses. J'ai une curiosité ça m'étonne pas. qui est comment dire, qui est intense. Et même quelquefois, comment dire, quelquefois c'est un peu décousu, c'est désorganisé parce que je traite instantanément des tas d'idées. J'ai une pensée, ce que j'appellerais les normopensants. Ils ont une pensée verticale. Oui, vous horizontale en fait. Moi, j'ai une pensée horizontale. En faisant des liens. Oui. Voilà. Donc je fais des tas de liens et mon entourage me le reproche quelquefois de manière très agressive. Parce qu'ils trouvent que vous partez dans tous les sens. Voilà. Et puis de temps en temps, je suis un peu décousue parce que j'ai tellement d'idées à la fois. Mais vous savez, ce qui se passe aussi, c'est que j'ai un cerveau qui turbine tellement que je demanderais quelquefois, mais comment faut faire pour arrêter de penser Je suis obligée de trouver des subterfuges. Vous voyez, par exemple, quand je vois que vraiment ça part dans tous les sens, je fais des mots croisés, des choses comme ça pour me caler de nouveau dans quelque chose qui me calme. Mais c'est encore mental, ça, Hélène. Oui, c'est encore mental. Mais vous voyez, je reviens à ce que je vous disais avant. Même chez mes enfants, c'est pas compris. Je me fais, comme je vais terriblement vite, je suis une hyperactive et une hyper rapide. Tout va vite, la pensée va vite. Et il m'arrive, par exemple, très souvent, quand je parle avec mes enfants, de changer de sujet. Parce que pour moi, j'ai fait une association d'idées, et puis pour moi, c'est clair. Mais je me fais continuellement rembarré par mes enfants, tout simplement parce que je change de sujet sans devoir expliquer un lien, en leur disant clairement, écoute, voilà, maintenant je vais parler d'autre chose, ça me fait penser à, etc. Et comme je vais tellement vite dans la tête, souvent ils n'ont pas fini de me raconter, de me dire quelque chose, j'ai déjà réagi, je suis déjà dans la suite, je suis toujours en avance, et ils me disent que je m'intéresse pas à eux, j'écoute pas ce qu'ils disent, je suis cassante, je suis impérieuse. Et alors bon, c'est terriblement dur à vivre. J'essaie vraiment de me calmer. J'essaie de dire maintenant tu vas jusqu'au bout. Tant pis si tu connais le bout, ça fait rien. Ils veulent en parler, donc tu écoutes. Oui, mais alors vous voyez, Hélène, et c'est symptomatique, tout à fait, dans ce qu'on retrouve dans cet aspect de diagnostic, c'est que pour être accepté, vous pensez du coup devoir renoncer à vous-même pour essayer de vous conformer à ce que les autres attendent de vous. Mais du coup, votre souffrance vient paradoxalement d'un manque de relations satisfaisantes avec le monde extérieur. Donc, et c'est un manque de compréhension, et vous le dites très bien, de part et d'autre, mais aussi d'une forme d'ignorance, de
qui vous êtes et de qui sont les autres. Et je pense que depuis que vous avez établi ce diagnostic, ça va être aidant pour vous parce que vous allez pouvoir comprendre que cette différence peut être une force. Vous allez plus faire en sorte d'être comme les autres. Vous allez être davantage sans doute attentif, en tout cas je vous y invite, d'être attentive à vos rapports avec autrui sans renoncer à qui vous êtes. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui c'est moi ou c'est eux. Et du coup, je me mets de leur côté pour pas me retrouver isolée. Mais quand je me retrouve avec moi-même, je suis isolée. Là, vous allez apprendre à être dans le « et ». Je peux être moi-même sans renoncer à un rapport avec les autres. Ouais, mais si je suis moi-même, je ne passe pas. Je veux dire que les relations avec les autres ne sont pas plus faciles quand je suis moi-même, parce que quand je suis moi-même, ils me comprennent encore moins et je suis pas, je suis pas quelqu'un de parano, je suis pas quelqu'un de j'ai pas un complexe d'infériorité, c'est pas du tout ça. Mais l'expérience m'a montré que si je suis moi-même, il y a beaucoup de les gens que je croise, et si je suis vraiment moi-même, me repoussent parce que oui, mais je me demande, Hélène, si vous parlez d'être vous-même, si vous connaissez si bien que ça. Parce que si vous parlez de votre grande émotivité, qui signale que peut-être vous n'êtes pas si en bonne connaissance de vous-même, et que plus vous allez la posséder, plus vous allez être dans cette forme de tranquillité, d'acceptation de qui vous êtes vraiment. Parce que en étant comme vous êtes, vous avez dû développer, on parle de faux self, c'est souvent le cas des adultes surdoués, pour pouvoir être acceptés et s'intégrer, ils vont développer énormément de fausses choses d'eux, et donc d'une adaptation extrême, aidés d'ailleurs par leur intelligence, mais complètement à côté de la plaque de ce qu'ils sont. Donc en grand clivage, en grande souffrance en fait. Et que là, le travail pour vous, c'est de récupérer une certaine partie de vous-même avec douceur, et pas de l'imposer aux autres. Mais en vous connaissant mieux, vous n'aurez plus rien à imposer aux autres. Comprenez ? Oui. Ouais, mais et vous voyez, bon, maintenant c'est finalement assez récent. J'ai passé, je dirais, 66 ans et demi sans savoir. Maintenant, je le sais. Et bon, j'en ai parlé à l'un de mes enfants, l'enfant qui était le plus agressif par rapport à mes comportements qui sont un peu particuliers. Et je lui disais, mais si ça peut arranger les choses, un jour, à une fête de famille, je vous explique. Alors là, ça a été une levée de bouclier, en me disant, mais non, c'est complètement ridicule, surtout fais pas une chose pareille, tu vas te ridiculiser, et surtout n'en parle pas. Et j'ai vraiment eu l'impression que c'était une honte, vous voyez. Quand vous leur avez dit ça, ils se sont moqués de vous. Oui. Et quand j'ai dit ça à l'un de mes enfants, ma fille, quand je lui ai dit ça, elle a eu comme ça un petit sourire. J'ai vraiment eu l'impression d'être rejetée, oui. Qu'il y avait une réaction d'ironie. Oui, pour qui elle se prend. Voilà, oui, parce que finalement c'est le drame. Il y a un livre formidable que je vous conseille de lire, Hélène, qui peut énormément vous aider. C'est une des spécialistes du sujet. C'est Monique de Kermadec, et elle a écrit le drame de l'enfant doué, et elle a écrit aussi le drame de l'adulte surdoué. Ce serait vraiment formidable que vous lisiez son livre, parce que je pense que vous allez y apprendre énormément de choses sur vous, sur ce mécanisme, et ça va vous aider à trouver des réponses. Ça vraiment, ce serait bien pour vous. Alors, Hélène, il y a Saphir qui vous entend là actuellement, et qui aimerait échanger avec vous et vous apporter, je crois, ses conseils. Bonsoir Saphir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir Hélène. Quand je vous entends, je suis très émue parce que je vous trouve très touchante. J'ai envie de vous prendre dans mes bras et de vous faire un gros câlin. Mais un câlin de solidarité, un câlin de, comment dirais-je, pas du tout de compassion au sens négatif du terme, mais
mais de compassion au sens des émotions, de communauté d'émotions. Il y a plein de choses dans ce que vous... Bon, j'ai pas tout suivi là de l'échange tout récent, des quelques minutes qui ont précédé, mais en tout cas, il y a énormément de choses. D'abord, avec votre famille, Hélène, si je peux me permettre un conseil, je pense qu'il faut que vous considériez avec prudence, dire... Je ne sais pas si vous l'avez fait dire dans une réunion de famille, parler de votre... Moi, je parle de douance parce que c'est Ariel Ada qui parle de douance. Oui, c'est vrai. Donc, moi, j'aime bien parler de douance. C'est un néologisme. Je pense qu'il faut être prudent, tout simplement parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Et ils ne pensent que QI, voilà, intelligence universelle, présomption universelle aussi. Alors que très souvent, les gens se comprennent doués parce qu'ils ont une hypersensibilité, une émotivité, une hyperémotivité, un problème relationnel parce que justement, ils se trouvent complètement en décalage par rapport aux autres. Alors, le QI, c'est une chose. Vous avez été testé, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais en fait, il faut vraiment bien lire votre bilan parce que les chiffres sont intéressants, mais c'est ce qui est le plus intéressant, c'est les remarques que le professionnel qui a fait ce bilan vous a faites, en fait. Je pense que parce qu'elle révèle les caractéristiques de votre personnalité, les facettes, l'hyperémotivité, etc., tout ça. Et en fait, ça vous permet aussi de naître à vos semblables, de vous reconnaître. Voyez, de naître et reconnaître. D'ailleurs, c'est un jeu de mots intéressant. Moi, je pense que, d'abord, c'est vrai, vous avez raison, vous avez été 66 ans sans savoir. Mais c'est pas le tout de savoir, de toute façon. Et puis, ces 66 ans, ils vous ont été... Vous vous êtes construite, parce que malgré tout, vous êtes vous-même. Donc, vous vous êtes construite sur des choses que... Voilà, avec votre personnalité, avec vos atouts, avec vos fragilités. Maintenant, peut-être ce qu'il faudrait faire dans un premier temps... Alors, les psychologues, psychiatres, ils n'ont pas tous, même si la douance maintenant est quand même relativement bien, relativement reconnue. Il y a une abondante littérature. Il y a Isabelle qui parle du livre de Cécile Bost. Oui, il y a aussi Jeanne Siofachin. Moi, j'ai tendance à conseiller Ariel Ada, A2DA, parce que je la trouve... alors, c'est un livre ce sont des livres qui sont un petit peu anciens, mais personnellement, moi, c'est ça c'est ce livre-là qui m'a créé vraiment un choc. Il y a un livre qui s'appelle L'enfant doué ou l'intelligence réconciliée, qui est très intéressant. Alors, elle parle beaucoup des enfants et des adolescents, mais je trouve que comme nous tous avons été avant tout des enfants et des adolescents, moi je sais que ce livre m'a fait un choc vraiment monumental quand je l'ai lu. J'avais une trentaine d'années. Et en fait, vous en déduisez plein de choses. Puis après, vous lisez d'autres livres sur les adultes. Voilà, c'est pas. Mais ça aide aussi à comprendre qu'on n'est pas seul. Parce qu'Hélène, moi, ce que j'entends chez vous, c'est que vous êtes à fleur de peau. Ça s'entend dans votre voix. Et je crois qu'avant toute chose, il faut que vous compreniez que votre conformation, votre personnalité, elle est originale et c'est comme comme un diamant plus brut, c'est comme un cadeau, c'est un cadeau. Vous pouvez pas imaginer ce qui s'ouvre à vous là. Là pour l'instant, vous êtes dans dans le choc de la découverte. Et cette découverte, elle n'a pas vous êtes incapable pour l'instant de lui donner du sens. Et voyez, c'est vrai qu'il est un peu imprudent de vous présenter. Alors, je comprends ce que vous voulez faire. Vous présenter aux autres en disant, ben voilà, j'ai découvert pourquoi j'avais ces difficultés. Sauf que parler de QI, de mesure de QI, je crois que plutôt
voilà, lisez d'abord un petit peu sur, voyez comment gérer avec un professionnel qui serait sensible à ces problèmes-là, à ces problématiques-là, parce que tous les psychologues et tous les psychiatres ne le sont pas, ne considèrent pas que la douance est est quelque chose qui vaille d'être étudié en tant que tel. Parce qu'évidemment, on est en train de parler, ça suppose pour beaucoup l'idée d'élitisme, etc. Oui, ce qui n'est pas le cas. Hein. Oui, c'est important, c'est même le contraire. Oui, parce que finalement, alors attendez Safia, il faut préciser aussi pour les auditeurs qui nous écoutent et peut-être aussi pour Hélène que effectivement, quand un enfant détecte chez un enfant des précocités, des douances et qu'il est bien orienté dans sa vie, alors peut-être on va trouver des êtres, des célébrités ou des êtres exceptionnels qui vont savoir faire quelque chose de ces dons, mais c'est rare parce que c'est pas détecté chez les enfants et qu'en fait, après l'adulte grandit en se sentant très différent et très en décalage et va pas du tout être dans une vie magnifiquement réussie comme on pourrait l'imaginer sous prétexte qu'il y a écrit surdoué. Exactement. Non, mais quand je dis sous prétexte que donc j'ai fait exprès d'employer ces mots-là. Alors, il y a Joseph justement qui envoie un message intéressant et je voulais le partager avec vous deux, qui dit « J'ai le même problème et c'est une richesse finalement, même si vous connaissez la fin de la pensée de l'autre, intéressez-vous à la manière dont il la communique, regardez-les, écoutez leur voix. » Je trouve c'est très intéressant pour vous ça. Oui. Absolument. Et anticiper, j'entendais Hélène dire j'interromps les gens, ça m'arrive très souvent aussi, j'essaie de me contrôler, mais c'est pas toujours très évident. Mais connaître la fin de l'histoire avant qu'elle ne se déroule, c'est très, très, d'un point de vue stratégique, ça aide énormément dans la vie parfois. Et puis pouvoir, parce que là, c'est un peu sec là, tel que je le décris, mais c'est une histoire tellement de feeling. Moi, en plus je suis non-voyante, donc ça m'aide énormément. Les doués aussi, beaucoup d'intuition. De l'instin. Oui, c'est ça, l'intuition. Énormément d'intuition. Oui. Et du coup, et c'est d'ailleurs, souvent un côté créatif, artistique, très 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 prononcé, un goût du langage, Et donc, quand quelqu'un entre dans une pièce, très sincèrement, maintenant avec l'âge, j'ai appris à me faire confiance, parce que c'est ça, Hélène, il faut vous faire confiance. Votre intuition est juste. Elle vous parle juste. Et quand quelqu'un arrive, je suis sûre que vous avez des tas de ressentis. Et vous vous dites, la première, oh non, je peux pas écouter ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Hélène. Oui, mais le gros problème aussi, c'est que avec ce fonctionnement-là, il y a finalement, je ne veux choquer personne. Mais je vous dis le fond de ma pensée. Mais je ne veux choquer personne. Vous avez peur. Vous voulez dire que vous avez peur de choquer? Non. Ça veut dire quoi? Je veux choquer personne. Comme si vous aviez le pouvoir de choquer toujours les gens. Vous pensez choquer les gens? Je veux vous dire quelque chose, mais je ne veux pas vous choquer. C'est pour ça que je prends des précautions. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que vous allez choquer des gens? Laissez-moi d'abord dire ce que je vais vous dire. Il y a très 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 peu de gens qui m'intéressent. Parce que c'est ça que vous trouviez choquant à dire. Ça je trouve ça un peu choquant parce que chacun a peut-être quelque chose de bien, d'intéressant. Mais moi, j'avoue que il y a finalement très peu de gens qui m'intéressent. J'ai un côté un côté intellectuel qui est hypertrophieux. Je lis énormément. Je suis la politique presque minute par minute. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est géopolitique, à tout ce qui est histoire. Tu sais. Et il y a très peu de gens qui ne m'ennuient pas. Voilà, je veux à peine le dire parce que ça peut paraître pas très gentil. Dites-le. Et c'est quelque chose de terrible parce que je reviens à ce que je disais au départ, c'est un facteur de solitude absolument énorme. C'est vrai. Alors, ce qu'il y a aussi, et Hélène, je pense que vous pourriez découvrir des nouveaux mondes en s'intéressant un peu plus à votre corps,
à votre âme également, c'est qu'on est corps, âme et esprit, et que tout est chez vous concentré dans l'esprit. Ce qui vous isole énormément, et que vous avez d'autres alliés à l'intérieur. D'ailleurs, quand Saphir parle de l'instinct, de l'intuition, de la confiance, là on parle de l'âme dans ces cas-là. Et vous, on entend, Hélène, que vous êtes encore très centrée sur la connaissance, le cognitif. Alors c'est formidable de connaître et de savoir plein de choses. C'est vrai que ça peut isoler, parce que tout le monde n'en sait pas autant que vous, mais du coup ça vous isole parce que peu d'intérêt à dialoguer avec des gens à votre niveau. Ou alors il faut que vous en trouviez, et il y en a sûrement. C'est peut-être une défense aussi, pardonnez-moi, c'est peut-être une défense, parce que justement, c'est ce qui permet de ne pas s'ennuyer quand vous parlez d'ennui, Hélène. Je comprends complètement ce que vous dites. Parce que quoi faire de ce corps pendant ce temps-là? C'est-à-dire que le corps, il est comme l'esprit, il peut être décuplé. Enfin, les sensations, moi je parlais de l'intuition, je peux parler aussi des sensations. Alors moi, il se trouve que je suis non-voyante, donc en plus j'ai développé... de toucher. Mais ça n'empêche pas. Vous êtes encore jeune, Hélène. Vous avez un éventail des possibles. Vous n'imaginez pas. C'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes... C'est un plomb pour vous. Pour l'instant, c'est un poids pour vous. Il faudrait que vous appreniez à vous accepter et à arrêter de vous excuser d'exister tel que vous êtes. Parce que c'est pour ça aussi que les gens vous vous sentez seul, parce que vous-même vous mettez des barrières. Vous comprenez? Je ne vous le reproche pas, bien sûr, mais je pense que l'autre sent ce genre de choses. Or, et je vais vous dire quelque chose, je vous interromps parce que j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit là. Au niveau sentimental, c'est une horreur, parce que je dirais que la majorité des messieurs, finalement, comment dire... Ils se sont écrasés par vous, Hélène? Comment? Ils se sont écrasés? J'avoue que j'ai une vie sentimentale qui on va dire relativement ratée. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai divorcé il y a une vingtaine d'années. Pendant les dernières 20 années, j'ai quand même essayé plusieurs fois de créer une histoire qui marche, quelque chose qui satisfasse tout le monde, qui nous épanouisse tous les deux dans les différents couples que j'ai essayé de faire, mais c'est aussi un frein pour la vie sentimentale, pour les rencontres avec les hommes. C'est un frein. Alors il y a Joseph qui ajoute laissez plutôt venir les choses, ne pas tout maîtriser, prévoir la compréhension et le savoir n'est pas tout. Et il rebondit sur ce qu'on vient de dire. Le monde est beau à écouter, tout simplement, à regarder également. Mais vous savez, c'est très compliqué, je me permets, c'est très compliqué pour les doués de... Enfin, je vais parler de doués, entre guillemets, par raccourci, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets. Les gens au potentiel, comme on dit aussi, eh bien, ils ont beaucoup de mal, parce que maîtriser les choses, c'est pareil, c'est une espèce de... parfois, moi, j'ai l'impression, Hélène, je ne sais pas si vous ressentez cela, mais parfois, j'ai l'impression que j'ai besoin d'éteindre mon cerveau. Stop, arrête de tourner en boucle. Alors, vous savez... Saphir et Hélène, je vais vous laisser, si vous le souhaitez, vous verrez ça avec Quentin, continuez à échanger toutes les deux. Il y a aussi des téléphones, notamment Sophia qui va échanger avec vous, Hélène. Énormément de réactions, malheureusement, je peux pas toutes les lire, mais je vous remercie, et Sophia et Hélène, pour votre échange très riche de ce soir. Je vous souhaite une belle nuit à toutes les deux. Merci de nous avoir appelés. Je vous rappelle que Muriel Siron, notre astrologue préférée, adorée d'Europe 1, sera là demain avec moi dans l'émission pour vous. Allez, il est 1h, vous écoutez Europe 1, je vous souhaite une belle et douce nuit, un bon dimanche. On se retrouve avec Muriel demain soir à 23h.